Et salut chers camarades et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on continue la lecture de Totalité et Infini par Emmanuel Levinas. La dernière fois on a parlé de la relation métaphysique, on a expliqué en fait en quoi elle est nécessaire, mais il faut dire en fait en quoi elle consiste. Il faut la décrire cette relation, à quoi est-ce qu'elle ressemble concrètement. Et donc du coup il s'agit comme on l'a compris la dernière fois d'une relation très différente des relations communes. On n'a pas une relation avec autrui, comme avec un objet physique, ce n'est pas une relation directe en fait, on ne peut pas toucher ou sentir autrui, on ne peut pas le conceptualiser non plus, donc c'est ni une relation physique, ni une relation représentative, c'est-à-dire c'est pas une relation noès-noem. C'est une relation théorique finalement, alors oui, parce que la relation représentative noès-noem n'est pas théorique vu que j'ai un contact direct avec l'objet de ma représentation, mais là on a une autre relation. On parle d'une relation avec quelque chose qui est séparé de nous, mais genre par une distance absolue, quoi. Donc la relation métaphysique ne peut être que théorique. Et ça a aussi un avantage, c'est qu'en fait, la relation théorique, elle procure une connaissance ou un savoir qui ne donne aucun pouvoir au sujet pensant sur ce qu'il pense. Levinas dit, le savoir ou la théorie signifie d'abord une relation avec l'être, tel que l'être connaissant laisse l'être connu se manifester en respectant son altérité et sans le marquer en quoi que ce soit par cette relation de connaissance. Alors si c'est vrai, alors l'essence de la théorie, ce qui nous motive à faire de la théorie, c'est le désir métaphysique. Alors bien sûr, on peut critiquer cette idée en disant que la connaissance théorique donne quand même du pouvoir aux connaissances sur l'être connu. Le savoir reste un pouvoir. Si vous êtes foucaldien, la citation de Levinas vous fait évidemment sauter de votre siège, mais Levinas en fait ne le nie pas. Il sait que la théorie signifie intelligence et intelligence signifie logos. On peut dire que oui, le logos, quand il approche l'être, l'altérité du connu s'évanouit. Après tout, le logos vise à dévoiler les essences des choses. On a peut-être accès aux choses, mais pas à leur essence, comme on sait. Donc, faire de la théorie nous permet d'accéder à l'essence, mais on a dit qu'avoir accès à l'essence des choses, c'est de l'ontologie, et donc un évanouissement de l'altérité. Ça, on l'a expliqué la dernière fois. Donc là, le connaissant veut limiter l'altérité qui bloque sa liberté. Ma liberté est bien sûr limitée par l'altérité de l'autre, par la différence de l'autre. On connaît la phrase, la liberté des uns s'arrête là où la liberté des autres commence. On peut dire aussi que la liberté des uns s'arrête là où l'altérité, la différence des autres commence. Donc en limitant l'altérité des autres, j'augmente ma liberté, et ça c'est le but de l'ontologie, c'est de maximiser la liberté du connaissant. Mais ça aussi, Levinas le sait. D'ailleurs, on reparlera d'ontologie. Levinas explique en fait cette contradiction en disant que la relation théorique ne menace pas l'altérité s'il n'y a pas en fait un autre élément particulier qui vient s'ajouter à l'équation. Si la relation théorique est juste une relation entre le même et l'autre sans cet élément, alors tout va bien, l'altérité ne s'évanouit pas. Mais alors c'est quoi cet élément? Cet élément que s'il s'ajoute, là du coup la théorie devient de l'ontologie. Cet élément, c'est un terme et un terme neutre, selon Levinas. Comme il dit, cette façon de priver l'être connu de son altérité ne peut s'accomplir que s'il est visé à travers un troisième terme neutre qui, lui-même, n'est pas un être. Le troisième terme peut s'appeler sensation, où se confondent qualité objective et affection subjective. Ok, alors on va expliquer un petit peu. Alors, ce troisième terme, c'est la sensation. Et la sensation, selon Levinas, en fait, elle amortit le choc de la relation entre le même et autrui. Quand je fais la rencontre d'autrui, déjà c'est un choc. C'est comme un prophète qui est soudainement appelé par Dieu, rencontrer Dieu, c'est un choc. Donc là, la sensation, c'est comme un amortissement. Ça dévie en fait la théorie de la rencontre avec l'autre vers le concept, vers la généralité. C'est genre un peu la limite au-delà de laquelle la théorie va se briser, et donc du coup la limite où la qualité objective et l'affection subjective sont enfin confondues. D'ailleurs, c'est ça qui concrétise la totalité. On est dans un savoir qui est intuitif. C'est ça la théorie dans le sens ontologique du terme. Quand on observe des objets, on ne les observe pas tels qu'ils sont vraiment. Notre savoir ne se rapporte que sur des apparences, mais pas sur la réalité de l'objet.
Un savoir sur les essences, ben c'est ça un savoir qui va être sur la réalité des objets. Il serait un savoir objectif, c'est-à-dire vraiment un savoir sur l'objet, sur la réalité de l'objet, sur l'essence de l'objet. Mais la raison pour laquelle on ne voit pas ces essences-là, et on ne voit que les apparences, c'est à cause de notre subjectivité. La subjectivité, en fait, fait une distorsion de la réalité objective, mais tout savoir se forme aussi par subjectivité. Donc, la vérité, c'est que la vérité, en fait, c'est quand mon affection subjective envers un objet ne va pas causer de distorsion sur l'objet. Quand je peux en fait décrire l'objet dans ses qualités réelles, sans qu'en fait ma subjectivité ne cause une distorsion. C'est pour ça que ici la sensation est décrite comme un terme neutre. Hein. C'est neutre parce que la subjectivité ne cause pas de distorsion de ce qui est objectif, et ce qui est objectif ne represse pas ce qui est subjectif. Et donc la sensation est neutre puisqu'elle confond l'un et l'autre. Tu vois, genre, tu as l'objectivité et la subjectivité, les deux ils sont confondus, on n'a aucun qui suppresse l'autre. La subjectivité ne déforme pas l'objectivité ne suppresse pas la subjectivité. Et donc du coup la sensation se manifeste comme l'être du connaissant. Hein, on a dit dans la sensation que ce n'est pas un être, mais dans la citation, être signifie étant, hein, ça signifie un être. Mais là, on parle de l'être, avec un grand E, genre l'essence de l'étant, qui est le connaissant. Et son essence, c'est justement cette sensation, c'est la sensation. Donc la sensation, selon Lévinas, c'est l'être qui à la fois n'est pas, c'est-à-dire ne se pose pas comme étant, et cependant correspond à l'œuvre à laquelle s'exerce l'étant, et ce n'est pas un rien. Donc la sensation est un être qui se pose pas comme étant, et c'est un être qui correspond à l'œuvre de l'étant. Donc qui correspond à ce que l'étant tente de faire, c'est-à-dire un savoir théorique sur l'essence des étangs. Donc la sensation, c'est du logos en fait. C'est ce qui dévoile les essences, c'est ce qui met les choses dans la lumière, qui va éclairer les essences dans les ténèbres de l'être, avec un grand E. Les sensations, dévoilent les êtres des étangs, à la fois de l'étant connaissant, mais aussi de l'étant connu. Donc, comme on a dit, là, la théorie ne fait plus de la métaphysique. Hein, si on introduit la sensation, on va se retrouver à faire de l'ontologie. Hein, on ne va plus faire de métaphysique. Et donc, du coup, qu'est-ce que l'ontologie fait? Que fait l'ontologie? Ça veut dire quoi, en fait? Amortir le choc de la rencontre avec l'autre. L'ontologie, qui ramène l'autre au même, promeut la liberté, qui est l'identification du même, qui ne se laisse pas aliéner par l'autre. Donc là, la théorie renonce à l'altérité de l'autre, elle renonce au désir métaphysique, elle veut rester à la limite de la totalité, elle veut encore mieux sceller cette totalité, elle ne veut pas en fait franchir le pas vers l'extériorité. Dans la totalité, en fait, on est bien, on exerce notre liberté absolue, on arrive carrément à ne plus se tromper quand on fait de l'ontologie jusqu'au bout, hein, puisque subjectivité et objectivité coïncident. On est dans l'intuition en fait spinoziste ou dans la raison hegelienne, hein, genre la fin de l'histoire. Notre subjectivité est enfin en harmonie avec l'objectivité, plus d'erreurs possibles. On peut pas être plus libre que ça en fait. Tu vois, genre libéré de l'erreur, c'est ça être libre finalement. Or la métaphysique, elle vient foutre le bordel là-dedans. Elle vient questionner notre liberté, elle vient la remettre en cause. Quand la métaphysique, en fait, pousse à se justifier face à autrui, c'est que notre liberté, finalement, elle vaut du cul, quoi. Tu vois, genre, si on se soumet au jugement, c'est qu'on n'est pas libre de l'erreur, vu que c'est au juge de décider, et plus du tout à nous de décider de notre valeur, ou plutôt de la valeur de notre discours. C'est autrui qui détermine le vrai, entre guillemets, quoi. Le vrai, en fait, ne s'arrête pas à l'ontologie, justement. Connaître les essences, ce n'est pas en fait la vraie vérité véritable, hein. Si on veut. La métaphysique, donc, sert à montrer que ce qu'on a pris pour la limite de la vérité, quoi, c'était pas la limite. Tu vois, genre qu'il y a encore autre chose, encore plus loin, au-delà de la totalité. Et donc la théorie, quand elle répond à l'appel d'autrui, selon Lévinas, elle découvre le dogmatisme et l'arbitraire naïf de sa spontanéité, et met en question la liberté de l'exercice ontologique. Donc, si ce qui est vrai est au-delà de ce qu'on prenait pour vrai, alors ce qu'on prenait pour vrai, c'est un peu un dogme.
Tu vois, si on y tombe, c'est finalement qu'on est dans la spontanéité. Mais la spontanéité est arbitraire et naïf. Quand on agit par spontanéité, on prend pour vrai des choses en fait sans esprit critique, si tu veux employer des termes un peu plus modernes. La liberté donc se base sur cette spontanéité, sur le fait d'agir et croire sans critique. Le même veut, enfin le moi quoi, veut être libre dans le sens en fait être décideur du vrai sans se justifier. On tombe finalement dans un relativisme un peu dogmatique, tu vois, genre la liberté dont jouit le même dans l'ontologie, c'est du dogmatisme. Pour sauver en fait l'ontologie du dogmatisme, il faut remonter encore plus haut, plus loin encore que les essences. Il y a quelque chose de plus vrai que la réalité objective, et sans elle, la réalité objective deviendrait dogmatique. Et donc si cette chose au-delà n'existe pas, alors soit en fait on est des fanatiques, soit on tombe dans une espèce de régression à l'infini. À chaque connaissance, on dira qu'il y a une autre au-dessus, enfin, qu'il va y avoir une connaissance qui va justifier une connaissance, et pour justifier la connaissance qui a justifié la connaissance, il faut une autre connaissance pour justifier celle-ci, donc du coup voilà, enfin, on va rester connaissance qui justifie, et donc du coup dans les deux cas, on va rester bloqué dans l'ontologie. Hein. Dans un cas, en fait, on ne pourra jamais en sortir, et dans l'autre cas, en fait, on prend la totalité comme un dogme. Donc, sortir de la totalité, l'extériorité, au contraire, ce n'est pas un dogme, et ce n'est pas une régression à l'infini. La métaphysique, donc, a une intention critique qui pousse au dépassement de l'ontologie. De sorte que son intention critique l'amène au-delà de la théorie et de l'ontologie. La critique ne réduit pas l'autre au même comme l'ontologie, mais met l'exercice du même en question. Donc l'autre, qui est ce qui est au-delà de l'ontologie, remet l'égoïsme du même en question. Quoi. Tu vois, genre, il remet en question la liberté du même. Et là, Lévinas nous dit, on appelle cette mise en question de ma spontanéité par la présence d'autrui éthique. Donc on y arrive donc. L'éthique, c'est la remise en question de ma liberté, de ma spontanéité par la présence d'autrui. Donc autrui remet en cause ma liberté, c'est ça l'éthique. En tant que critique et remise en cause, remise en question, l'éthique empêche le même de réduire autrui au même. Donc la critique, c'est la première attitude à adopter. Okay, si l'éthique vient après l'ontologie, alors l'autre est automatiquement réduit au même. D'accord, son altérité dépendrait du même, de la liberté, spontanéité du même, du dogmatisme. Donc la conclusion c'est, et comme la critique précède le dogmatique, la métaphysique précède l'ontologie. Mais voilà, nous, historiquement, on a placé l'ontologie avant la métaphysique et donc avant l'éthique. La philosophie a commencé comme cela, selon Lévinas. C'est selon lui Socrate qui a bien implanté l'idée de la primauté du même par rapport à autrui. Alors oui, la philosophie pré-socratique était déjà bien à cheval sur l'ontologie, mais Socrate est allé encore plus loin avec l'ontologie grâce à la maïeutique. Alors la maïeutique, selon Socrate, c'est le fait en fait d'accoucher des idées. La mère de Socrate était sage-femme, et Socrate s'est inspiré du métier de sa mère. Sa mère aide les femmes à accoucher de bébés, et Socrate il va dire « Moi je vais faire pareil, je vais aider les gens à accoucher, mais pas des bébés, mais de leurs idées. Okay, je vais faire sortir leurs idées. » Et donc ce que ça signifie pour Socrate, c'est qu'on a déjà la vérité en nous. Les idées, c'est les essences, en fait. On connaît la vérité des choses, mais on oublie ces vérités parce qu'on est pris dans l'illusion. Et la connaissance de la vérité pour Socrate est indissociable du fameux « connais-toi toi-même ». Donc chez Socrate, la philosophie du même est déjà très ancrée. Hein. Quand Socrate vient te voir, hein, Socrate, voilà, enfin c'est ok, c'est l'étranger, mais de cet étranger, on doit juste tirer que ce qui est pertinent pour le même, en fait, tu vois. Ne rien recevoir d'autrui, sinon ce qui est en moi, comme si de toute éternité je possédais ce qui me vient du dehors. Ne rien recevoir ou être libre.
Donc la liberté, c'est l'identification du même dans la raison. On a précisé la liberté, c'est pas faire ce qu'on veut, hein, comme ça, spontanément, comme on l'entend dans le sens général. La spontanéité chez Socrate et Lévinas, c'est agir et croire comme la raison le demande. Hein, d'accord. Le même utilise la raison pour donc maximiser sa liberté et se conserver en tant que même. Donc il ne reçoit rien d'autrui, à part en fait juste lui-même, tu vois, genre je reçois de la pomme que ce qui me nourrit, tu vois, genre et le reste, c'est de la fiente, quoi. Et donc du coup, la raison ne connaît rien à part elle-même, et de toute façon, il n'y a rien au-delà de la raison. Donc si on va au-delà de la raison, on trouve que le néant de l'irrationalité et de la déraison. Donc si l'autre nous amène ce qu'il y a au-delà de la raison, il nous apporte que de la déraison. Et la déraison, c'est pas bien. Donc la raison doit neutraliser l'autre. On le neutralise en le connaissant par la raison, hein, c'est-à-dire logiquement, ontologiquement. L'ontologie, en fait, retire la résistance de l'autre, elle retire son altérité. La lumière que l'ontologie apporte sur l'autre, c'est figer, en fait, son essence quand elle est dévoilée, et c'est le ramener au même sous forme de concept. Voilà, enfin, conceptualiser l'autre, c'est le réduire au même. Donc quand l'autre devient concept, en fait, il devient un thème, une catégorie, si tu veux. Il n'est plus cet étranger absolu, hein, son ipsiété est détruite, il devient juste ce qu'il y a de commun entre les étangs. C'est donc pour ça que Lévinas nous dit, que citation, « Connaître ontologiquement, c'est surprendre dans les temps affrontés, ce par quoi il n'est pas cet étang-ci, cet étranger-ci, mais ce par quoi il se trahit en quelque manière, se livre, se donne à l'horizon, où il se perd et apparaît, donne prise, devient concept. » Donc là, le dévoilement de l'être, c'est surprendre l'étang. Un étang, c'est un particulier, hein. Je suis un étang, ce téléphone est un étang, c'est un étang en particulier, mais avec l'ontologie, je révèle l'être de cet être, l'être de cet étang, et cet être révélé, il est aussi l'être d'autres étangs. Ce qui fait que ce téléphone en particulier n'est pas unique, hein. Son altérité est juste illusoire. Tu vois, genre ce téléphone a le même être que d'autres téléphones, et même les téléphones ont le même être que d'autres choses, etc. Et donc du coup, les différences sont illusoires finalement. En réalité, il y aurait juste une seule chose, quoi. Voilà. Genre encore une fois, ce téléphone n'est pas vraiment différent d'un deuxième téléphone. Ils peuvent avoir en fait, ils ont en fait la même essence, et donc du coup ils sont téléphones que parce qu'ils dépendent de cette essence commune. Donc en gros, dévoiler l'être des étangs, c'est trahir leur altérité. Conceptualiser l'autre, c'est le trahir, le réduire, le prendre par surprise, lui planter un couteau dans le dos, le fondre dans l'horizon de l'ontologie, quoi. Mais si pour Lévinas, ce qui prime sur la connaissance, c'est l'autre, justement. Si la philosophie première, c'est la métaphysique et non pas l'ontologie, alors si on commence la connaissance avec l'ontologie, notre point de départ serait le néant, en fait. Vu que c'est autrui qui nous permet de connaître les choses, subordonner autrui à la connaissance, c'est dire que la connaissance commence à partir de rien. C'est en fait la définition de Lévinas pour la connaissance ontologique. Connaître revient à saisir l'être à partir de rien, ou à le ramener à rien, lui enlever son altérité. Or ça, c'est impossible, c'est une absurdité en fait pour Lévinas. On ne peut pas dire qu'on connaît si on part de rien, ou si on ramène le connu à rien. Partir de rien ou revenir à rien, en fait c'est de l'ignorance, quoi. Enfin, ce n'est pas de la connaissance. Donc la conclusion pour Lévinas, c'est la médiation, caractéristique de la philosophie occidentale, n'a de sens que si elle ne se limite pas à réduire les distances. Donc la médiation ici, on va dire, voilà, c'est la raison. Dans l'ontologie, elle est censée réduire la distance entre le connaissant et le connu. Elle est donc censée écarter en fait les illusions qui se mettent entre le connaissant et le connu. Mais vu que la réduction de la distance conduit à la conclusion absurde qu'on a vue, la connaissance à partir du rien et le retour au rien, donc ignorance, la médiation ne peut pas être juste une question de réduire les distances. D'accord ? Et si en plus la distance entre le même et l'autre est infinie, dire qu'on peut la réduire, c'est aussi une absurdité.
il ne peut pas y avoir en fait d'intermédiaire quand la distance est infinie, puisque même cet intermédiaire serait séparé infiniment des deux côtés. Pour qu'autrui se livre à ces intermédiaires, il doit y avoir une trahison, mais genre une trahison cataclysmique, hein, genre c'est Judas qui trahit le Christ, quoi. Et justement, selon Lévinas, l'histoire de l'humanité, ben, c'est une histoire de trahison. Les hommes, en fait, trahissent les objets et leurs semblables, les objets en les conceptualisant, les hommes en les dominant, et on verra plus loin... On verra plus loin avec la notion du meurtre, comment est-ce que ça s'articule en plus de détails. Mais voilà, mais Lévinas il dit, pour les choses, une réédition s'accomplit dans leur conceptualisation. Pour l'homme, elle peut s'obtenir par la terreur qui amène un homme libre sous la domination d'un autre. Donc, retirer sa liberté à un homme, c'est trahir son altérité. C'est le saisir comme on saisit les objets, c'est-à-dire non pas comme un individu, ce n'est pas en fait le saisir dans son individualité, mais dans une généralité. Hein. De toutes les façons, on ne peut pas saisir l'individualité, hein. C'est impossible en fait. Mais voilà, enfin, en fait, on saisit l'homme à travers une généralité, à travers un terme neutre, hein. Ça peut être le terme qu'on a évoqué tout à l'heure, la sensation, et voilà quoi. Donc finalement, on le saisit à travers quelque chose qui part du même et qui le ramène au même. Bref, on est dans l'égoïsme, quoi. Toute connaissance ontologique est une connaissance égoïste. L'idéal de la vérité socratique repose donc sur la suffisance essentielle du même, sur son identification d'ipsiété, sur son égoïsme. La philosophie est une égologie. Donc quand on fait de la philo, bah, finalement, on ne fait qu'étudier et découvrir son propre ego. C'est là, en fait, c'est la découverte du même à travers ce qui résiste au même, hein, d'où le fameux « connais-toi toi-même » de Socrate. De la philosophie de Socrate, il y a deux manières en fait, de faire de l'ontologie, ou comme il l'appelle en fait, deux manières de faire l'impérialisme ontologique. D'un côté, tu as l'idéalisme berkeléen. Alors, Berkeley, c'était un philosophe britannique du XVIIe siècle. Il dit que rien n'existe à part les idées. Hein. Il n'y a pas de matière. La matière que nous apercevons et touchons, ben, en fait, c'est les idées dans notre esprit. On est en fait vraiment comme dans une matrice, mais la réalité, ben, c'est la matrice. Hein. C'est pas je me réveille comme dans le film Matrix et découvre la réalité. Non, non, les idées sont vraiment la réalité. Tout ce qui existe vraiment comme idée dans mon esprit. Et il va plus loin en disant que même mon esprit est une idée de l'esprit de Dieu. Hein, la perception, c'est les idées pour Berkeley. Hein. Il n'y a pas vraiment d'essence qui existerait en dehors de mon esprit ou de ma perception. Ce qui existe, c'est ce qui est perçu, quoi. Donc les idées ne peuvent exister que dans un esprit qui aperçoit, et si tout ce qui existe est une perception, alors tout existe en tant qu'idée dans des esprits. Donc Berkeley dit qu'il doit y avoir un être qui aperçoit tout comme... tout, voilà, enfin il aperçoit tout, et donc du coup comme ça, tout existe, et cet être, ben c'est Dieu. Bref, chez Berkeley, il n'y a pas en fait d'intermédiaire entre le même et l'autre, vu que la perception, ben c'est l'idée. Apercevoir les qualités d'une pomme, c'est avoir l'idée de la pomme, donc il n'y a pas à chercher plus loin. Ce qui est bien, c'est que Berkeley résout un peu le problème des intermédiaires. Effectivement, il n'y a pas de médiation entre le même et l'autre ici, hein, mais ça ne résout pas en fait le problème de la distance. Berkeley juste vire la distance entre le moi et autrui. On est dans une relation immédiate entre moi et autrui, quoi. Et quand il n'y a plus de distance, bah, le moi se confond avec l'autre, ce qui ramène l'autre au même finalement. Et en faisant de la qualité des objets perçus leur essence, ben, Berkeley a juste en fait enfoncé encore plus la dépendance d'autrui. Les expériences, les perceptions de ce qui est autre, bref, le vécu, quoi, coïncident avec le même, tout simplement. La pensée, ma perception, ben, elle coïncide avec la réalité de l'étant observé, donc la réalité de l'étant dépend juste de ma pensée, de mon esprit. Donc l'intelligence, pour Berkeley, ça se réduit à ça. La coïncidence du vécu avec le même se révélait comme coïncidence de la pensée avec l'étant.
l'œuvre de l'intelligence résidait dans cette coïncidence. Aussi, Berkeley replonge-t-il toutes les qualités sensibles dans le vécu de l'affection. Donc ça, voilà, c'est pour Berkeley d'un côté, donc l'idéalisme berkeleyien. De l'autre, on a la phénoménologie qui garde la médiation, mais qui reste tout de même une ontologie. Là, en fait, la médiation va être inversée. Ce n'est pas les qualités des étangs qui jouent le rôle de la médiation, c'est pas les apparences qui nous conduisent à l'essence, mais c'est l'inverse. C'est l'être de l'étang qui est le médium de la vérité. La vérité concernant l'étang suppose l'ouverture préalable de l'être. Donc, en fait, déjà, on a trois façons de faire de l'ontologie. Socrate nous dit que les apparences nous trompent, mais quand on les examine avec la raison, alors ces apparences nous amènent vers les essences. Et parler des essences, c'est dire la vérité. Pour Berkeley, les apparences et les essences, en fait, c'est la même chose. Donc, la vérité, c'est une coïncidence de la pensée avec l'être perçu. Et puis, il y a la phénoménologie qui dit que c'est les essences qui nous font apercevoir les qualités des choses. Donc, de l'essence, on passe à l'apparence. Mais ici, ce qui est vrai, ce n'est plus la coïncidence, mais la non-coïncidence de la pensée et de l'étang. C'est-à-dire que dans la phénoménologie, l'être est ouvert. L'être ici, c'est l'essence des étangs, mais c'est pas les idées comme chez Platon et Berkeley. L'être, en fait, c'est un horizon duquel les étangs émergent. C'est comme, en fait, la terre et les étangs, c'est les arbres, quoi. Ils poussent, ils sortent de l'être. Ici, la vérité de l'étang tient à l'ouverture de cet horizon, à l'ouverture de l'être. C'est-à-dire que l'être ne te résiste pas. Au contraire, il t'est ouvert, il te laisse contempler les étangs, il te laisse les étudier, les utiliser, etc. Mais ici toujours, la philosophie, c'est un retour à l'être qui ne peut être appréhendé que si les étangs ne peuvent pas coïncider avec la pensée. Si les étangs et la pensée en fait coïncident, alors les étangs bloquent la vision de la pensée sur l'horizon justement. Dire que la pensée et l'étang coïncident, c'est dire que les arbres m'empêche de voir la terre d'où ils émergent. Donc, il faut bien que la pensée voit un peu plus qu'elle recouvre à la fois l'étang, mais aussi un petit peu plus que l'étang. Et ce plus, c'est ce qui lui permet d'arriver à l'être. Donc, l'être, déjà, montre un peu de lui-même à la pensée, c'est-à-dire déjà, il montre les étangs. Donc, c'est l'être qui dévoile les étangs à la pensée, et puis la pensée peut le dévoiler comme le fond d'une toile. Donc déjà, comme c'est lui qui dévoile les étangs à la pensée, déjà c'est lui le médium, donc voilà, on a inversé la médiation, et donc du coup, voilà, il se révèle comme horizon. Donc l'horizon, le fond d'une toile, ou la terre, d'où surgissent les arbres, d'où surgissent les étangs, c'est l'équivalent du concept. Donc le concept me permet de voir les étangs, il est médium, et en même temps, la pensée me permet de revoir le concept. La pensée me renvoie au concept. Et donc du coup, ce retour au concept, on va dire, se fait par transcendance. Lévinas donne cette image, il dit que quand on voit des étangs, il y a quelque chose d'autre qui les accompagne. Une petite lumière, une petite étincelle, c'est comme lorsque tu regardes une rivière et là soudain, tu vois un truc qui brille dans l'eau, genre c'est cette petite lueur, c'est genre en fait le concept, c'est l'horizon qui t'appelle. C'est une fissure, une petite brèche, un espace entre les étangs, un espace en fait entre les arbres, et cet espace en fait il te laisse voir la terre qu'il y a, qui était cachée sous les arbres, quoi. Mais ce qui commande la non-coïncidence de l'étang et de la pensée, l'être de l'étang qui garantit l'indépendance et l'extranéité de l'étang, est une phosphorescence, une luminosité, un épanouissement généreux. Donc c'est cet horizon, selon les phénoménologues, qui garantit l'indépendance de l'étang. Donc l'étang et l'être, l'étang et l'horizon, ils ont une relation qui paraît semblable au même et autrui. L'horizon, c'est comme autrui qui garantit l'indépendance du même ou de l'étang, et qui est aussi indépendant du même et des étangs. Le même, en fait, ne peut avoir qu'une relation d'intelligibilité avec l'être, juste une relation de contemplation.
L'exister de l'existant se convertit en intelligibilité, son indépendance est une réédition par rayonnement. Aborder l'étant à partir de l'être, c'est à la fois le laisser être et le comprendre. Donc l'exister, l'être serait donc juste un néant, un vide lumineux sur lequel apparaissent les étangs. L'être en fait met à notre disposition, à la disposition du même, il met les étangs. Donc l'horizon c'est comme une terre qui est généreuse, qui te dit, voilà, enfin tout ce qu'il y a sur mon sol est à toi, c'est à toi de contempler. L'exister, donc l'être, met à la disposition de la raison l'existant, c'est-à-dire les étangs. Et l'existant est l'appel de l'exister à l'intelligence. C'est ça, selon Lévinas, la leçon d'être étant de Heidegger. L'être se déroule, se déploie comme temps où sa compréhension devient possible. Et sa compréhension ne peut se faire que par un sujet. Donc il s'agit d'un appel à la subjectivité qui ne se déploie que dans l'ontologie. En gros, l'être avec un grand E appelle le sujet à la compréhension de l'être avec un grand E. Donc l'ontologie appelle à faire de l'ontologie, en gros. Tu vois, genre c'est l'être qui t'appelle pour que tu viennes comprendre l'être. Bon là, il faut préciser, comme le fait Lévinas, que l'ontologie d'Heidegger ne dit pas que pour connaître l'étant, je dois connaître l'être de l'étant. C'est pas vraiment ça c'est pas ça le primat de l'ontologie. Commencer avec l'être pour comprendre l'étant. En fait, l'ontologie heideggerienne place plus d'importance sur la relation avec l'être des étangs que sur la relation avec les étangs. C'est pas tant il faut comprendre l'être avant les étangs, mais il faut être relié à l'être des étangs avant les étangs. En fait, il y a une note de bas de page où Lévinas fait référence à un essai qu'il a écrit en 1951 qui s'appelle « L'ontologie est-elle fondamentale ?» Est-ce que l'ontologie, c'est la philosophie première? Et dès le premier paragraphe, il nous dit de l'ontologie, il nous dit que l'ontologie part d'une évidence qui est le fait que les étangs, déjà existent, mais qu'ils sont en relation les uns avec les autres. L'ontologie, c'est la compréhension de ces rapports et relations. Et donc, le fait d'être relié à l'être, c'est une relation de savoir, en fait. Mais là, le savoir remplace l'éthique. Lévinas veut commencer avec l'éthique. Tu peux dire d'abord, on a une relation éthique avec les étangs, et puis pour les comprendre, on commence avec la compréhension de l'être. Le problème de Lévinas, c'est que c'est la relation qui commence avec l'être chez Heidegger. Donc Heidegger commence avec l'ontologie. Donc oui, il commence avec la compréhension de l'être pour comprendre les étangs. Mais la connaissance ici, elle est la base d'une relation. Ma relation est une relation de savoir, et donc du coup, elle n'est pas une relation éthique. Et avec tout ce qu'on a dit sur le savoir, on comprend que là, ça parle de liberté. Et le savoir, c'est le sens ultime de la liberté. Alors que l'éthique, elle parle de justice. Donc au final, l'ontologie d'Heidegger est plus orientée vers la liberté que la justice. Affirmer la priorité de l'être par rapport à l'étant, c'est déjà se prononcer sur l'essence de la philosophie, subordonner la relation avec quelqu'un qui est un étant, relation éthique, à une relation avec l'être de l'étant qui, impersonnel, permet la saisie, la domination de l'étant à une relation de savoir, subordonne la justice à la liberté. Alors, comme la liberté a la priorité, alors finalement, les obligations qu'on a envers autrui, eux, en fait, ils passent en second plan. Tu vois, genre, les obligations sont reconnues que si l'étant se donnerait au sujet, si le connu se livre au connaissant. Tu vois, je ne te ferai pas de mal je ne te ferai pas de mal si tu te soumets en gros. D'accord? L'étant doit se soumettre à l'être, et en se soumettant à l'être, il se soumet au savoir du même, et donc finalement, il se soumet au même, quoi. Donc quand l'altérité d'autrui ne menace plus ma liberté, là on est bon, tu vois. Mais comme on l'a précisé, il ne s'agit pas ici de libre arbitre, hein. C'est pas en fait je fais ce que je veux, puisque je suis libre que lorsque moi-même je me soumets à la raison, qui est le savoir, donc qui est la liberté. C'est-à-dire l'homme en fait qui passe en second l'éthique, il est libre, mais c'est une liberté qui n'est pas vraiment une liberté en fait, tu vois, genre il s'est lui-même soumis à la raison, tu vois. En fait, Lévinas,
il a une façon de dire ça, il dit « La liberté surgit à partir d'une obéissance à l'être. Ce n'est pas l'homme qui tient la liberté, c'est la liberté qui tient l'homme. » Et quelque part, c'est bien, puisqu'en fait, la liberté serait soumise à la vérité, en quelque sorte, mais une vérité du même, ou une vérité qui réduit l'autre au même. Tu vois, on a l'impression que le moi se soumet à la vérité, donc on a l'impression que c'est bien. On conçoit souvent comme ça, en fait, l'opposé de l'égoïsme, hein, que c'est se soumettre à une vérité, mais en réalité, c'est en fait ça l'égoïsme. C'est en fait se soumettre à la vérité ontologique, c'est le paroxysme de l'égoïsme et de la liberté. Vu que nous neutralisons l'étant pour mieux le saisir, on réduit la liberté d'autrui. Et c'est ça en fait le but de l'ontologie. On veut comprendre l'étant à travers l'être parce qu'on veut le neutraliser. Donc, comment on réduit la liberté d'autrui? On augmenterait la nôtre. Genre, c'est mathématique, hein. Il dit, telle est la définition de la liberté, se maintenir contre l'autre, malgré toute relation avec l'autre, assurer l'autarcie d'un moi. La thématisation et la conceptualisation, d'ailleurs inséparables, ne sont pas paix avec l'autre, mais suppression ou possession de l'autre. Donc le « je pense » de Descartes, une fois qu'il est placé comme prioritaire par rapport à l'idée de Dieu, hein, par rapport à l'infini, à l'autre, ça devient un « je peux ». Tu vois, je peux dans le sens où j'exerce un pouvoir sur autrui, où je domine, où je possède autrui. Okay, autrui devient moi. Je me l'approprie et donc je l'exploite. Donc, comme dit Lévinas, l'ontologie, c'est une philosophie de la puissance, hein, c'est le terme qu'il utilise. Et là, on trouve la source de la politique. L'ontologie, selon Lévinas, aboutit à l'État, l'entité qui incarne la puissance. Mais encore plus intéressant, il dit que l'État, c'est aussi la non-violence de la totalité. Eh oui, lorsque en fait le monde vous résiste, pourquoi est-ce qu'on veut tout totaliser? C'est pour être libre de cette violence, n'est-ce pas? Le même veut exister sans que rien ne lui fasse violence. Et l'État, c'est ça sa fonction. Maintenir la paix, protéger ses sujets de la violence, la totalité est une non-violence, normalement. Mais cette non-violence se nourrit de la violence qu'elle exerce sur autrui. Donc ici, en fait, Lévinas donne une critique de l'universalisme. L'ontologie n'aboutit pas... en fait, elle aboutit qu'à une non-violence qui doit être impersonnelle, c'est-à-dire qu'elle écarte ou efface les différences, donc c'est une violence, et une violence très radicale. Donc déjà, la critique de Lévinas face au même, c'est pas de dire au même « sors de ton égoïsme et sois impartial, sois objectif ». Non, l'égoïsme du même, c'est déjà l'objectivité, c'est déjà l'impartialité, et donc du coup, en fait, même ça, en fait, c'est de la subjectivité. Comme il dit, l'ontologie aboutit à la non-violence de la totalité sans se prémunir contre la violence dont cette non-violence vit et qui apparaît dans la tyrannie de l'État. La violence qui devrait réconcilier les personnes existe ici anonymement. L'universalité se présente comme impersonnelle et il y a là une autre inhumanité. Donc, le même, en fait, c'est l'anonymat, et l'anonymat, selon Lévinas, c'est inhumain. C'est ce que reproche donc Lévinas à la philosophie occidentale, de Socrate jusqu'à Heidegger. Heidegger lui-même n'était pas un grand fan de Socrate, hein. Il disait qu'avec Socrate, la question de l'être a été un peu oubliée. D'ailleurs, c'est marrant parce que Socrate, lui, il reprochait aux présocratiques de faire de l'ontologie, mais pas assez d'éthique. C'est marrant, hein. Pour Socrate, c'est bien en fait de connaître les arbres et les astres, mais c'est la vie humaine qu'il faut examiner, il faut mener une vie juste. Mais Socrate, comme on a vu, reste tout de même dans l'ontologie. Hein. Mais au moins, il y avait cette réflexion, ce début de réflexion sur l'éthique. Heidegger, lui, préfère en fait retourner aux présocratiques, hein, les philosophes avant Socrate. C'était en fait des philosophes qui étaient à fond sur l'ontologie, selon Heidegger, mais Lévinas dit que l'ontologie n'a pas oublié la question de l'être, hein, comme le pense Heidegger, mais qu'elle est bien là et qu'elle est en pleine forme. Mais Heidegger voulait revenir aux présocratiques parce qu'il y trouvait des philosophes qui voulaient vraiment se donner à cœur et âme à l'obéissance de la vérité de l'être. Obéissance qui s'accomplirait comme exister
bâtisseur et cultivateur faisant l'unité du lieu qui porte l'espace. En fait, le sujet, le Dasein d'Heidegger, quand il obéit à la vérité de l'être, il unifie le monde. Il crée une totalité où la terre et le ciel, les dieux, les mortels, forment un tout. Et ce tout, il se fait par le travail, par la transformation de l'environnement. Le même, en fait, en tant que bâtisseur et cultivateur, transforme le monde à son image. Le monde devient juste une masse uniforme, devient le même. C'est un monde de peuples sédentaires qui dominent et cultivent la terre, bref, un monde de possesseurs, quoi. Donc finalement, même lorsqu'Heidegger critique le progrès technologique, ce qu'il reproche au progrès technologique, c'est juste que ça déborde le Dasein de sa possession directe de la terre. C'est juste que ça dérobe le Dasein de sa possession directe de la terre. Heidegger préfère qu'on possède directement la terre en la transformant directement avec nos mains plutôt que de laisser ça à des machines. Et alors, bien ou pas, ça reste de la possession. Il veut juste exalter les pouvoirs pré-techniques de la possession, mais bon, c'est ces pouvoirs-là qui en fait la technologie qu'il critique. Donc même si Heidegger raconte que non, c'est à cause de l'oubli de l'être qu'on a la passion de la technologie, non, c'est pas forcément vrai. Et même encore, il se plaint juste qu'on est dans une matrice de béton et d'acier, mais il considère la nature aussi comme une matrice. Il y a autant d'impersonnalité dans l'usine que dans la forêt, autant de fécondité et générosité dans la technologie et dans la machine que dans que dans la nature, quoi. Donc technologie ou nature, on a une matrice dans les deux cas, une totalité inépuisable des êtres, une matière infinie des choses à la disposition du même. Donc au fond, c'est quoi l'ontologie? Selon Lévinas, philosophie du pouvoir, l'ontologie comme philosophie première, qui ne met pas en question le même, est une philosophie de l'injustice. Donc, comme c'est une philosophie qui finalement mène à la tyrannie, bonne chance pour y trouver la moindre justice. Lévinas, en fait, si vous vous rappelez, reproche à Heidegger son paganisme, et là, il le dit clairement... Il le dit clairement, qu'une vision païenne, c'est une vision de totalité. C'est une vision d'enracinement dans la terre. Les peuples sédentaires, pour faire la totalité, doivent dire que leurs pieds ont des racines et que leur sang est directement lié à la terre. C'est ça l'hitlérisme, comme on l'avait dit avant, alors que le judaïsme est une religion du déracinement. On retrouve donc cette idée qu'on a évoquée dans l'introduction, concernant le rapport de Lévinas avec le sunnisme. L'attachement à une terre, c'est une vision païenne. Le peuple sédentaire est un peuple qui veut que la terre et lui, l'étant et l'être, le même et l'autre, ne font qu'un. Elle remonte à des états d'âme païens, à l'enracinement dans le sol, à l'adoration que les hommes asservis peuvent vouer à leur maître. Alors que normalement, on doit d'abord avoir la garantie qu'on est bien installé pour avoir un truc à foutre de son voisin, non? Mais c'est ça le problème finalement avec l'ontologie, quand elle est placée avant la métaphysique. Ça mène à des mentalités du « moi d'abord ». Une fois que je suis bien installé, là, j'en aurai un truc à foutre de mon voisin. L'être, en fait, avant les temps, c'est la liberté avant la justice, donc l'injustice. Se focaliser en fait sur l'être, avant de se focaliser sur les temps, aller au général avant de donner de l'importance au particulier, c'est ça en fait l'injustice. C'est comme ça qu'on résout les conflits entre le moi et l'autre. La paix est injuste dans l'ontologie puisqu'elle résout les conflits que par réduction et assimilation de l'autre au même. Donc c'est de la guerre en fait, même la paix c'est de la guerre. Cette paix n'est pas vraiment une paix, mais plutôt une guerre perpétuelle. L'État est juste en fait un instrument de guerre qui ne s'arrête jamais. C'est une déclaration de guerre perpétuelle à l'autre et qui se répercute sur le même bien sûr, vu que le même subit sa propre violence, que même le moi doit renoncer à son altérité. Par la communauté de l'État, ou sous le pouvoir anonyme, fût-il intelligible, le moi retrouve la guerre dans l'oppression tyrannique qu'il subit de la part de la totalité. Donc voilà, quand on est dans la guerre, on est dans l'impartialité.
Hein. Il n'y a que la guerre qui révèle le vrai, mais dans ce cas, l'éthique devient juste une opinion. C'est juste une histoire de goût personnel, chacun sa morale, veut dire que la morale n'a rien à nous dire sur le réel. Hein, c'est ce qu'on avait dit dans la préface. On peut torturer, on peut génocider, tant qu'on veut. C'est la guerre qui doit être... voilà, enfin, je veux dire, c'est la guerre, quoi. Ce qui doit être fait, doit être fait, et point final. On pense... voilà, enfin, en fait, qui pense le contraire, c'est rien d'autre que de l'opinion. L'ontologie, donc, légitimise le meurtre et trivialise la morale, quoi. C'est pour ça qu'on a eu l'Holocauste et qu'aujourd'hui, on a Gaza. Donc, Lévinas, veut le contraire, normalement. Il veut redonner sa place à la morale, montrer une bonne fois pour toutes l'impossibilité du meurtre, plutôt son interdiction dans le fameux « tu ne tueras point ». Le langage, le discours pour Lévinas, c'est le moyen d'y arriver. Par le langage, on retrouve la primauté de la morale et la bonté à l'intérieur de cette société anonyme. On cherche donc à briser cet anonymat, cette totalité, mais ici, c'est vraiment sans violence pour le coup. L'éthique, en fait, ne menace pas la philosophie. Il ne s'agit pas de retourner à une vision des choses qui est pré-philosophique. On ne va pas retourner vers la religion. Là, pour le coup, en fait, on retombe dans l'opinion. Hein. Les philosophes sont très attachés, comme on a dit, à la philosophie et surtout l'ontologie, parce qu'ils croient que c'est ça qui protège de la tyrannie de l'opinion. Mais Lévinas ne cherche pas à ériger l'opinion en maître. Ça serait du dogmatisme. Lévinas dit que ce n'est pas l'éthique qui est dans l'opinion, mais l'ontologie. Elle est dans l'opinion. Pas parce qu'en fait c'est de l'ontologie, mais parce qu'elle subordonne l'éthique. L'éthique en fait permet à l'ontologie de ne pas sombrer dans l'opinion justement, de la préserver de la violence réelle, réellement quoi, de garantir son ipsiété, son existence particulière. Donc comme il dit, cette relation n'est pas pré-philosophique car elle ne violente pas le moi, ne lui est pas imposée brutalement du dehors malgré lui ou à son insu comme une opinion. Plus exactement, elle lui est imposée par-delà toute violence, d'une violence qui le met entièrement en question. Donc voilà, l'éthique n'est pas en fait contre la vérité ontologique, plutôt elle la questionne, elle la pousse à aller plus loin que ses limites et donc à vraiment être elle-même. Tu vois, genre le même n'est lui-même que dans l'extériorité, une extériorité absolue. Hein, le vrai c'est ça, c'est être en relation avec autrui. Et la relation avec autrui, ce n'est pas une relation de savoir, dans le sens heideggerien. Dans l'ontologie, on s'interroge sur les choses, mais on n'interroge pas les choses. Avec autrui, c'est différent. On ne s'interroge pas sur lui, mais on l'interroge. On ne passe pas en fait par son être, mais par l'autorité de son étant. D'accord ? Autrui nous ramène vers lui directement, justement parce qu'on ne peut pas faire de détour par l'ontologie, par son être pour le comprendre. Chaque fois qu'on veut se poser une question sur son être, il va falloir s'adresser à son étant. D'accord ? Si tu as une question sur autrui, en fait, tu lui demandes directement. C'est pour ça que la relation avec autrui est un face-à-face. Je ne peux rien savoir sur autrui qu'autrui ne divulgue pas par la parole. En gros, je ne peux pas savoir qui est l'autre en regardant son historique internet parce que je ne peux pas y avoir accès. Je n'ai que sa parole. Je dois donc, je suis en fait incapable de le comprendre par son être, vu que de toutes les façons, j'ai pas accès à son être. Donc, comment pourrais-je avoir accès à quelque chose qui déborde sa propre idée, ou comment est-ce que je peux définir quelque chose qui déborde son idée? Parce que comprendre, c'est ça, hein, c'est donner des définitions, mais la définition de l'être d'autrui, c'est impossible. Et là, Lévinas, il dit que ce n'est pas impossible pour la raison donnée par Pascal. Pascal, il avait dit qu'on ne peut pas définir l'être. Quand vous donnez une définition, vous dites, voilà, ça, c'est ça. Une définition d'un chat, par exemple, vous dites, un chat, c'est un animal à quatre pattes qui miaule. Vous utilisez le verbe être pour définir. Or, quand on va définir l'être, on doit en fait définir ce qui définit. Et là, on se retrouve obligé d'employer le mot défini dans la définition. On va dire l'être, c'est. Mais quand on définit l'être,
ben c'est le C en fait qu'il faut définir. Mais Lévinas, il dit que c'est pas pour ça qu'on ne peut pas le définir. Hein. D'ailleurs, Heidegger a refuté dans Être étant l'argument de Pascal, et Lévinas est d'accord avec ça. En fait, Lévinas dit qu'on ne peut pas définir l'être, c'est parce que la compréhension de l'être en général ne peut pas dominer la relation avec autrui. Celle-ci commande celle-là. Donc en fait, la relation avec autrui commande la compréhension de l'être. Donc pour faire de l'ontologie, il y a une ontologie que je ne peux pas faire, c'est-à-dire celle d'autrui. Et avec autrui, ben, j'ai seulement que son étant. Je ne peux travailler qu'avec ça en fait. Autrui existe comme étant, et c'est ça mon point de départ. Je ne peux pas avoir accès à l'être d'autrui, je n'ai que son étant. Et donc du coup, le point de départ est un face-à-face avec autrui, un dialogue, être en face d'un interlocuteur à qui on dit des choses sur l'être en fait. Donc l'ontologie, c'est le discours qu'on soumet à autrui et à son jugement. Même si en fait je veux parler de son être à lui, c'est à lui en fait qu'appartient ce discours. En gros, je ne peux pas le définir. Et donc du coup, la compréhension de l'être de l'horizon par l'ontologie, quand je comprends l'être, ce savoir devient un discours qui se dit à l'étant qui surgit de l'être de cet horizon. C'est à l'arbre que revient le discours sur la terre, quoi. Et donc du coup, moi, je ne peux pas définir cette terre-là. Donc autrui, c'est l'autorité ici, il reçoit ma parole, il est mon interlocuteur, mon point de départ. Se dire à autrui, cette relation avec autrui comme interlocuteur, cette relation avec un étant précède toute ontologie. Elle est la relation ultime dans l'être, l'ontologie suppose la métaphysique. Alors, un truc à préciser, c'est qu'autrui, en fait, ne fait pas sortir le même du même. Quand on a dit que l'extériorité, c'est sortir de soi, c'est plutôt dans le sens où on est surpris par l'idée de l'infini, et voilà, qui nous amène à remonter à l'infini, mais on ne sort pas vraiment de nous-mêmes, quoi. Pour Lévinas, en fait, la transcendance, c'est pas une extase dans le sens étymologique du terme, hein, genre littéralement être hors de soi. Quand on fait de la théorie, donc on ne parle pas de la théorie de sortir de soi. Hein. Si on sort de soi, c'est qu'on va s'implanter dans l'autre, et ça, c'est pas possible vu que la distance qui me sépare d'autrui, ben, déjà, elle est infinie. En plus, sortir de soi, ça veut dire en fait qu'on n'est plus nous-mêmes, et donc du coup, on perd notre ipsiété, donc ça n'a aucun sens. Hein. Sortir de soi, enfin là, s'extérioriser, ce n'est pas sortir de soi. Donc la théorie, en fait, elle maintient la distance avec l'autre. D'accord ? La transcendance, c'est en fait un maintien de la distance. Mais dans ce cas, si ma relation avec autrui est basée sur une distance, alors je suis dans une relation de connaissance avec autrui. D'accord ? Une relation de représentation. Je ne vois pas en fait le téléphone comme dans la réalité, j'ai une expérience directe, enfin j'ai pas une expérience directe avec le téléphone, mais avec son apparence en fait. D'accord ? La relation que j'ai avec le téléphone, en fait, elle passe par l'apparence du téléphone. Donc ça veut dire en fait qu'il y a une distance entre moi et l'essence du téléphone, et donc du coup, s'il y a distance, c'est qu'il y a une médiation, c'est-à-dire l'apparence, et donc du coup, ça va être une relation de connaissance. Donc je me fais une représentation, une image du téléphone, hein, qui est en fait l'apparence du téléphone, et c'est comme ça que la connaissance se crée. Il s'agit d'une représentation. Or, on a dit qu'on ne peut pas se faire de représentation d'autrui comme on fait une représentation d'une pomme ou d'un téléphone. On a dit que la représentation n'est pas le rapport originel avec l'être. Mais comme dit Lévinas, la représentation reste une relation privilégiée parce que son but, c'est justement de nous rappeler qu'on est séparés. En fait, la représentation est nécessaire puisque se faire des représentations signifie qu'on est précisément séparé des choses et aussi des autres. Elle est cependant privilégiée précisément parce que précisément comme la possibilité de se rappeler de la séparation du moi. Donc c'est déjà ça en fait la base de la philosophie. Les Grecs, selon Lévinas, ils sont un peuple admirable parce qu'ils se sont rendus compte de ça. Le simple fait de faire des représentations signifie qu'on est séparé des choses qu'on se représente. En fait, les Grecs, et là Lévinas serait d'accord avec Heidegger, ils ont découvert la phénoménologie. C'est-à-dire l'idée que les étangs sont séparés les uns des autres, mais communiquent entre eux à travers les représentations, à travers les apparences.
En gros, l'exploit philosophique, c'est affirmer un autre type de relation entre les êtres qui n'est pas magique ou religieux. La philosophie, comme dit Lévinas, a substitué à la communion magique des espèces et à la confusion des ordres distincts un rapport spirituel où les êtres demeurent à leur poste mais communiquent entre eux. Et ça, c'est surtout la thèse des présocratiques, si on suit Heidegger. Mais Lévinas montre que c'est aussi une thèse essentielle dans la philosophie de Socrate. Lévinas fait référence au Phédon, le dialogue où Socrate boit la ciguë. Et dans ce dialogue, vers le début, Socrate parle avec Cébès du suicide. Socrate est contre le suicide. Ça paraît paradoxal vu qu'à la fin du dialogue, il boit le poison, mais bon, le gars était un peu forcé de le boire, donc c'est pas vraiment un suicide, mais bon, bref. En plus, pour Socrate, le problème du suicide, c'est que pour lui, les hommes sont la propriété de Dieu, donc il n'y a que les dieux en fait qui décident quand est-ce que tu quittes la vie, donc se suicider, c'est dire que tu es la propriété de toi-même. Or ça, c'est une caractéristique des dieux. Tu te prendrais un peu pour un dieu si tu te donnes la mort, quoi. Et ça va être de l'hubris selon Socrate. Le suicide ferait croire en fait aux gens qu'ils sont directement reliés aux dieux, soit en se prenant pour des dieux, ou que le domaine des dieux, en fait, c'est un moulin, tu vois, genre on y rentre quand on veut. Et donc du coup, pour Socrate, ça c'est un genre de spiritualisme irrationnel de l'union pure et simple et immédiate avec le divin. C'est le choix de la facilité. Socrate pense qu'il n'y a que les sages et les philosophes qui peuvent être avec les dieux après leur mort, parce que les sages passent leur existence à philosopher, à discuter. Comme ils laissent en fait leur corps, ils n'auront pas grand-chose à foutre à part philosopher. Donc si tu ne t'habitues pas à la philosophie, au moment de ta mort, tu vas te faire chier, tu vas être frustré parce que ton âme n'aurait rien connu du temps où tu étais sur Terre que les trucs reliés à la chair, quoi. En gros, pour être à la table des dieux, il faut penser comme les dieux, il faut être sage, et la sagesse, ça s'apprend. C'est pas en fait un long fleuve tranquille, c'est sûr. Il faut développer une discipline, il faut s'entraîner, il faut donner la priorité à l'esprit, à l'intellect plutôt qu'au corps. Mais justement, ça prouve qu'on est séparé des dieux, justement. Qu'on doit les atteindre à partir de l'ici-bas en examinant nos représentations. C'est le chemin difficile de la connaissance et les choses sont comme ça, on est séparés. Il n'y a pas en fait de relation immédiate avec eux, les bons dieux en fait et les hommes sages, du moins tant qu'on est sur Terre, quoi. Lévinas ne parle pas d'un au-delà. Socrate a l'air de dire que maintenant, on est dans l'immédiat avec les dieux, mais si on meurt en philosophe, là, on serait dans l'au-delà. Il n'y a pas de trace d'un au-delà chez Lévinas, du moins dans Totalité et Infini. Et s'il y en a, alors la distance ne serait pas absolue, finalement. Et puis, en fait, on a déjà donné une critique des arrière-mondes, donc bref, quoi qu'il en soit, on est séparés, et la connaissance, la représentation, en est la preuve. Le connaissant, en fait, demeure séparé du connu. Donc c'est ça la thèse de Socrate, mais c'est aussi la thèse de Descartes. On a déjà expliqué dans la préface de 1987 que Descartes a eu sa fameuse évidence, je pense donc je suis, mais aussi une autre évidence qui est l'existence de Dieu. Mais il maintient que ces deux évidences, il ne faut pas les confondre. Le cogito, en fait, ne nous dit pas « je pense, donc je suis donc relié à Dieu ». Non, tu demeures séparé de Dieu. La relation, en fait, comme on l'a dit, est métaphysique. Elle se base sur la séparation radicale du moi et de l'autre, point barre. Donc la séparation est en fait nécessaire pour que le moi existe. Si le moi peut sortir du moi, comme on l'a dit, alors il n'est plus séparé de l'autre, et donc la séparation serait contingente et provisoire. Contingente signifie qu'il y avait une possibilité que la séparation n'existe pas. Mais comme l'affirme Lévinas, la séparation du moi s'affirme ainsi comme non contingente, comme non provisoire. La distance entre moi et Dieu, radicale et nécessaire, se produit dans l'être même. Donc si le moi veut exister, il doit être entièrement séparé de Dieu. Sinon, il n'y aurait que Dieu, finalement. Tu vois, l'existence du moi doit être une existence vraiment autonome et indépendante de Dieu. Donc, quand on parle de transcendance ici, on parle de transcendance métaphysique qui est différente de la transcendance religieuse.
La transcendance religieuse est thaumaturgique, dans le sens courant, hein. C'est Lévinas qui le dit. Thaumaturgique signifie qu'il fait des miracles. La transcendance religieuse, ben, ça serait un miracle que le moi arrive à sortir de lui-même et va s'implanter dans l'autre, hein. C'est contraire à la notion même de Dieu, parce que là, ça ferait de Dieu une espèce de despote, un être qui tient l'être qui transcende vers lui dans ses filets. Et ça, c'est un peu contre l'éthique, tu vois. C'est une transcendance qui est, selon Lévinas, plongée dans l'être vers lequel elle va, lequel tient comme pour lui faire violence dans ses filets invisibles l'être qui transcende. Donc, comme ça ne serait pas... voilà, ça serait pas gentil, donc nous sommes séparés de l'autre. Mais donc ça signifie qu'on a une représentation d'autrui, mais on a dit que c'est impossible. Je peux faire des représentations des choses et des personnes, parce qu'on est sur le même plan, mais avec l'infini, ben, ça se gâte. Et plus, en plus, les représentations, ok, elles montrent qu'on est séparés, mais les représentations, les examinants, nous amènent à croire que ces séparations sont illusoires. Quand je me représente les objets ou les êtres, ou des êtres vivants, je les représente sous forme d'idées et de concepts. Or, on a vu que c'est comme ça qu'on les totalise, qu'on les inscrit dans une unité ou dans un système. Donc la représentation prouve qu'on est séparé, mais en même temps, elle est l'outil d'utilité, donc elle est la neutralisation de la séparation. Voilà, enfin, dans le cas d'autrui, il faudrait donc une représentation qui à la fois maintient la relation entre le même et l'autre, et qui neutralise pas la séparation. Il faut donc une relation sans que la transcendance de la relation coupe les liens qu'implique une relation, mais sans que ces liens unissent en un tout le même et l'autre. Donc il faut qu'on reste liés, mais pas unis, liés, mais séparés quand même. Toutes les autres formes de représentation échouent à cette tâche. Elles tendent vers l'unité, en fait, vers la totalité, tu vois, genre, toute représentation, ok, elle prouve qu'on est séparés, mais séparés seulement dans l'illusion. Donc en fait, au final, en réalité, on serait unis. Donc, il n'y a en fait qu'une seule idée. Rappelez-vous, hein, les idées, c'est des représentations. Il n'y aurait qu'une seule idée qui accomplit en fait cette tâche en fait de lier, mais on reste séparés quand même, et c'est l'idée de l'infini. L'idée de l'infini, c'est une idée qui est différente des autres idées, des autres représentations. En reprenant la thèse de Descartes, l'idée de l'infini permet un lien avec l'infini, mais puisque le contenu de cette idée déborde l'idée, ce contenu demeure séparé du même qui pense. Donc le même pense, en pensant il a l'idée de l'infini, comme il a l'idée de l'infini, alors il est lié avec l'infini, mais comme l'infini déborde l'idée de l'infini, alors le même ne peut pas contenir l'infini, et donc il reste séparé de l'infini. L'infini en fait déborde l'idée de l'infini, ça veut dire que le contenu, l'infini, a une réalité objective infinie, alors que l'idée de l'infini est un mode, donc elle a une réalité formelle minimale. Rappelez-vous, hein, on avait vu ça dans l'argument de Descartes quand on a parlé de Descartes dans la préface de 1987. Et donc du coup, normalement, la réalité objective et formelle des choses et leurs idées, soit elles coïncident, soit la réalité objective est toujours au-dessus de la réalité formelle. Donc du coup, ça reste en fait toujours dans une substance finie. Donc voilà, revoyez la partie sur Descartes dans la préface de 1987. Le fait que l'idée et son contenu peuvent coïncider entre réalité formelle et objective signifie que le connaissant pouvait les découvrir par lui-même en fait. Les notions mathématiques par exemple, les catégories, les perceptions, etc., on peut les découvrir par nous-mêmes. Mais l'infini par contre, ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas conceptualiser par nous-mêmes. On ne peut pas en fait former l'idée de l'infini. Sa présence dans notre tête signifie donc que quelque chose de débordant nous l'a mis là. L'idée de l'infini a ceci d'exceptionnel que son idéatum dépasse son idée, alors que pour les choses, la coïncidence totale de leur réalité objective et formelle n'est pas exclue. De toutes les idées autres que l'infini, nous aurions pu, à la rigueur, rendre compte par nous-mêmes. Mais cet infini, finalement c'est quoi? C'est quoi en fait le contenu de cette idée de l'infini? Lorsqu'on transcende vers l'infini, il y a un problème. Comme on transcende une séparation absolue, alors on parcourt une distance qui est infinie. Donc,
comme on a dit, on est toujours au point de départ. Donc si la distance est infinie, donc la séparation c'est elle l'infini. L'infini c'est l'autre, c'est la séparation elle-même. L'idée en fait de l'infini est séparée de l'infini bien sûr, mais le contenu de cette idée c'est la séparation. Donc l'idée de l'infini c'est en fait l'idée de la séparation. La distance qui sépare idéatum et idée constitue ici le contenu de l'idéatum même. Donc, l'idée de l'infini est elle-même infiniment séparée de l'infini. Si l'idée de l'infini est dans ma tête, mais elle n'est pas séparée de son contenu, alors je ne suis pas séparé de l'infini. Mais, comme je suis séparé, alors l'idée de l'infini est séparée infiniment de son contenu. Et donc effectivement, l'idée de l'infini, c'est un mode. Dans la réalité formelle, on est au bas de l'échelle, okay, alors que le contenu de cette idée est situé tout en haut. Il est dans une substance infinie. Donc, bien évidemment, la distance infinie les sépare, et c'est aussi ça qui maintient le même infiniment loin de l'infini. Donc, l'idée de l'infini n'a pas un objet pour objet, mais la séparation elle-même. Donc, lorsqu'on pense l'infini, lorsqu'on pense l'autre, l'étranger, ce n'est pas penser à un objet, mais on pense ce qui ne peut pas être possédé. Ce qui n'a pas de linéament de l'objet, c'est en réalité faire plus ou moins que penser. Donc là, on a une intentionnalité assez particulière. Avec l'intentionnalité, on a vu, l'être de l'objet est suspendu. Mais ici, comme l'infini n'est pas un objet, son être est en sécurité. Il n'est pas accessible pour la possession. On rappelle que la possession se fait dans la subjectivité, où le même juste plaque sur les choses sa perception, mais la possession se fait aussi dans l'objectivité, où les choses participent juste à un système, à une unité. Donc le même devient équivalent de cette totalité. Donc encore une fois, la transcendance, ce n'est pas l'objectivité. D'accord, Lévinas insiste énormément là-dessus. La différence entre objectivité et transcendance va servir d'indication générale à toutes les analyses de ce travail. Donc la transcendance vise une vérité plus loin que l'objectivité des sciences. Elle ressemble à la folie ou le délire, la mania que déjà Platon décrivait dans le Phèdre. Lévinas fait référence à certains passages du dialogue du Phèdre contre une pensée qui procède de celui qui a sa tête à lui. Il affirme la valeur du délire qui vient de Dieu, pensée ailée sans que pour autant le délire prenne ici un sens irrationnel. Il n'est qu'une rupture des sens divines avec la coutume et la règle. Alors là, les notes, toutes en fait sont des références aux fois où Socrate parle du délire avec Phèdre. Alors, c'est quoi le délire chez Socrate? Déjà, le délire, c'est une forme de folie où la personne sort d'elle-même, où n'est plus elle-même. Ce sont des états d'extase où les anciens Grecs y voyaient une possession. On ne parle pas de possession comme je possède un objet, mais la personne est possédée par un esprit, par un dieu ou par un démon. Et c'est cette entité qui agit à la place de la personne. C'est comme ça qu'on croyait en fait que les poètes font de la poésie. La poésie en fait c'était les muses, c'était les déesses des arts qui parlent à travers le poète, parce qu'on prenait les poètes pour des historiens, mais comme on n'a pas développé une méthode scientifique, donc il fallait trouver en fait un truc pour les rendre crédibles. On disait donc que leur savoir était si vaste et grand par rapport aux autres humains qu'il doit provenir des dieux. Ils ont une connaissance qui ne peut pas être le fruit de simples mortels, et donc quand le poète produit un poème et il chante, il est dans un délire. Il parle sans savoir ce qu'il dit. C'est un état où le poète est comme inconscient de ce qu'il se passe, et donc on peut dire qu'il n'a pas, il n'a pas toute sa tête. Tu vois, genre sa tête n'est plus en lui, tu vois, genre elle est ailleurs. Alors pas tous les délires sont bons pour Socrate, il y en a qui te font dire vraiment n'importe quoi, il y en a en fait c'est juste des malades, des obsessions et rien d'autre quoi. Donc il faut distinguer, il faut les distinguer des manies divines. Là, il distingue 4 formes de délire divin dans le Phèdre. Il y a la manie de la divination qui est attribuée à Platon, celle de l'initiation religieuse attribuée à Dionysos, celle de la poésie, donc les muses, et enfin l'amour, celle de Eros et Aphrodite. Et donc le philosophe, lui, il reçoit sa manie d'Eros.
Donc le philosophe, il est dans un délire aussi. Hein. Quand Socrate te balance un argument de fou, il a été, on dit, inspiré par l'amour. Alors, c'est pas un amour comme on le comprend dans le sens courant, hein, puisque ces manies, elles brisent en fait les habitudes et ce qu'on considère comme courant. Là, c'est l'amour de l'intelligence en fait, l'amour pour la vérité ou pour la sagesse, bref, c'est la raison. Donc lorsque Socrate fait un argument, la vérité déjà est de source divine. C'est un Dieu qui parle à travers Socrate. Donc Socrate, comme il n'est qu'un humble et simple ignorant, il dit qu'il n'aurait jamais pu former un argument aussi fort tout seul. Ça doit être l'œuvre d'un Dieu. Cet état en fait de la possession qu'on appelle enthousiasme, c'est pas irrationnel, bien qu'on appelle ça un délire. C'est une pensée supérieure à celle qui pour Socrate nous amène aux idées. Et l'infini chez Lévinas, en fait, il fonctionne de manière assez similaire. C'est lui en fait qui a mis son idée dans la tête pour qu'il y ait une remontée vers lui, mais sans détruire le même. Le même en fait reste séparé. C'est pour ça aussi que Lévinas dit concernant Socrate et la pensée que l'enthousiasme dont parle Socrate n'est pas l'irrationnel, mais la fin de la pensée solitaire, et que nous appellerons plus tard économique ou intérieur, débute une vraie expérience du nouveau et du noumen, déjà désir. Donc Socrate en fait grâce à l'assistance de Dieu arrive au bout de sa pensée à lui. Sa pensée est solitaire ou intérieure parce que c'est la sienne, celle de Socrate, pas de Dieu. Le délire de l'enthousiasme, c'est un délire qui pousse le pensant vers lui-même. Le but chez Socrate reste toujours la connaissance de soi. Donc Dieu renvoie le moi au moi. L'extériorité, c'est être soi-même, c'est briser la totalité. Briser la totalité, c'est pas ne plus être moi, mais devenir vraiment moi. Donc si on a quelque chose qui nous vient de Dieu, c'est pour qu'on prenne conscience qu'on est séparé de Dieu et donc prendre conscience de notre ipsiété. Et en plus, cette pensée qui nous vient de Dieu, elle nous pousse vers le nouveau, à vraiment faire l'expérience du noumen, qui est, si vous vous souvenez, la réalité objective, la chose en soi. Donc déjà, par l'idée de l'infini qui me vient de Dieu, de l'infini lui-même, et qui est la condition de ma pensée, je conserve mon extériorité totale par rapport à Dieu. Donc là, on peut dire que la contradiction d'être lié à un être infiniment séparé n'est finalement qu'une contradiction abstraite et formelle. Affirmer la présence en nous de l'idée de l'infini, c'est considérer comme purement abstraite et formelle la contradiction que récèlerait l'idée de la métaphysique et que Platon évoque dans le Parménide. La relation avec l'absolu rendrait relatif l'absolu. Alors, le Parménide est un dialogue de Platon où Socrate rencontre Parménide. Parménide est un des présocratiques. Et quand Socrate le rencontre, Parménide était très vieux. Socrate était jeune, il avait genre 19 ou 20 ans. Et Parménide, il a fait un peu un tanné avec la philosophie de Socrate. Genre, il montrait toutes les contradictions qu'il y avait dans la doctrine des idées. Mais bon, Socrate était jeune, il n'a pas encore établi de système philosophique cohérent et tout ça. Mais voilà, le dialogue était principalement entre Parménide et plusieurs interlocuteurs. Socrate en fait se fait latter dès le début, puis tout le monde demande à Parménide d'expliquer sa philosophie. Et donc la philosophie de Parménide, c'est que la réalité, c'est l'un. Pour lui, en fait, le réel est indivisible, immobile, inchangeable, éternel et sans limite. Donc l'un est parfait, tu vois, genre un. Et comme être parfait, il ne peut pas être en relation avec quoi que ce soit. Parménide déjà l'explique quand il réfute l'argument de Socrate concernant les idées. Il lui dit, si les idées sont parfaites, alors elles ne peuvent pas être en nous. Et nous ne pouvons pas en fait participer en elles. Nous sommes en fait des êtres imparfaits, mais si nous sommes des êtres imparfaits par rapport aux idées, alors la perfection des idées n'est pas absolue, mais elle serait relative. Mais une perfection relative est une perfection qui dépendrait de quelque chose d'imparfait. Mais le parfait est précisément parfait dans le sens où il ne dépend de rien d'autre. Donc, c'est pareil pour l'un. Pour que l'un soit parfait, il ne peut pas être en relation avec autre chose. Et bien sûr, il ne peut pas être en relation avec un autre être parfait, parce que selon Parménide, deux êtres parfaits ne peuvent pas exister, parce que si deux sont parfaits, ils doivent être la même chose. Sinon, un serait parfait dans des trucs et l'autre serait parfait dans d'autres trucs.
et donc ça conduirait à une relation relative entre les deux, et donc du coup ce serait impossible, tu vois. Si deux êtres sont parfaits, en fait, il y en a un qui serait imparfait dans certains trucs, et l'autre serait parfait dans cela. Donc voilà, enfin, c'est une impossibilité. Alors là, oui, l'idée de l'infini, comme présentée par Lévinas, conduirait à une contradiction. Si l'infini est infini, il ne peut pas être en relation avec le même. Mais, dans le concret, il n'y a pas de contradiction dans la nature de cette relation. Selon Lévinas, en fait, la contradiction est juste formelle, mais elle n'est pas réelle. Mais dans ce cas, il va falloir décrire la relation réellement, et pas formellement, quoi. Donc, la contradiction est formelle, mais elle n'est formelle que si on voit concrètement dans la relation qu'il n'y a pas de contradiction. Sans ça, on aura juste en fait sauvé la relation métaphysique de la contradiction formellement, quoi, et c'est tout. On aura juste dit la distance est infinie et différente de l'objectivation, mais juste sur le plan formel. Donc il faut le démontrer, dans le concret aussi. Il dit, il faut dès maintenant indiquer les termes qui diront la déformalisation ou la concrétisation de cette notion, toute vide en apparence, qui est l'idée de l'infini. Alors, comme on a dit déjà, cette distance se manifeste comme désir. Okay, on a le désir de l'autre, mais c'est un désir désintéressé. D'accord, c'est de la bonté. Donc, c'est pas un désir qui s'apaise dans la possession. C'est pas en fait un désir qui va être satisfait si je possède l'être désiré, et ce n'est pas un désir qu'on cherche à satisfaire non plus. Donc là, on a un désir qui arrête le pouvoir de celui qui désire, alors que généralement le désir motive le pouvoir du désirant. Quand je désire quelque chose ou quelqu'un, je cherche à exercer un pouvoir sur elle, d'une façon ou d'une autre. Désirer, c'est toujours exercer un pouvoir, parce que c'est toujours vouloir intégrer l'autre dans le moi. Mais le désir métaphysique bloque la négativité du même, cette tendance à nier l'altérité de ce qui est différent. Donc il la bloque en demandant que le même lui en fasse don. Ce que j'ai en fait amassé avec mes désirs, dans le désir métaphysique, je veux en faire don à autrui. C'est ça en fait, après tout la bonté, c'est je fais don de ce que j'ai. J'ai acquis des choses en les désirant, ces choses en satisfait mes désirs, et puis là, je les donne à autrui, et donc je désire quelque chose qui en fait me prive des choses qui ont comblé ou qui comblent mes désirs. Donc, je désire le désir. D'accord ? Quand je suis en face du visage d'autrui, j'ai juste qu'une seule envie, c'est tout lui donner, tout lui remettre. Ce qui positivement se produit comme possession d'un monde dont je peux faire don à autrui, c'est-à-dire comme une présence en face d'un visage. Car la présence en face d'un visage, mon orientation vers autrui, ne peut perdre l'avidité du regard qu'en se muant en générosité, incapable d'aborder l'autre les mains vides. Mais là, il ne s'agit pas de donner en fait sa maison ou sa voiture ou nourrir les pauvres, etc. Bien sûr, ces choses-là sont implicitement évoquées, mais on peut faire tout ça dans un désir non métaphysique. On peut avoir en fait le désir d'aider sans être désintéressé. Donc le don en question n'est pas en fait donner des objets matériels, mais plutôt donner son être dans le discours. Quand je parle, je me mets à nu devant autrui. La relation avec autrui, c'est la relation du discours. L'autre me fait parler, m'oblige à parler, à me révéler, et il me fait parler par son visage. L'autre se manifeste déjà comme visage, c'est comme ça qu'il déborde son idée. La manière dont se présente l'autre, dépassant l'idée de l'autre en moi, nous l'appelons en effet visage. Alors, il faut bien saisir c'est quoi le visage d'autrui. Il ne s'agit pas d'un visage, genre une image avec les qualités ou propriétés d'un visage. Ce n'est pas en fait avoir des yeux, un nez et une bouche. Si par visage on entend un visage, là on est dans la représentation, on est dans l'image, on est dans la thématisation. On sait c'est quoi un visage, on peut conceptualiser un visage, on peut en faire une science, il y a des pseudo-sciences qui lient le caractère de la personne à son visage, des sciences qui te disent comment repérer le mensonge dans les expressions du visage, etc. Genre, clairement, on ne parle pas de ça ici. Ça, c'est d'ailleurs le paroxysme de la négation de l'altérité d'autrui. Donc, un visage, c'est pas ça. Le visage, c'est ce qui déborde ces images, qui ne peut pas être réduit à ces choses-là.
Si vous voulez, par exemple, déduire les sentiments de votre conjoint par les expressions de son visage, ça peut être bien pour votre couple ou pas, mais là, c'est un peu la négation de l'altérité, puisque tu réduis en fait ton conjoint à une image, justement. Ce que le visage d'autrui fait, c'est précisément détruire ces images-là. On ne peut pas en fait réduire l'autre. Il échappe à toute représentation, à toute connaissance, à toute conceptualisation, puisque toute image est une adéquation. Quand vous savez comment votre conjoint réagit, ou ce que ces expressions signifient, vous vous êtes fait en fait une idée adéquate de votre conjoint. Avec l'autre, par contre, c'est impossible. Se faire une idée d'autrui, c'est se faire une idée d'un idéatum qui déborde son idée. Donc, en fait, c'est un contenu qui est toujours inadéquat. Et ça, tu vois, c'est impossible. Tu ne peux pas réduire l'inadéquat à une idée adéquate. Le visage d'autrui détruit à tout moment et déborde l'image plastique qu'il me laisse. L'idée à ma mesure et à la mesure de son idéatum, l'idée adéquate. Il ne se manifeste pas par ses qualités, mais kathafto. Il s'exprime. Alors, le kathafto, c'est un terme grec qui signifie par lui-même. Voilà. Koth, c'est genre par, et afto veut dire lui-même. Donc, il se manifeste par lui-même et non par des qualités comme les objets courants. Lévinas appelle ça s'exprimer. Autrui, en fait, s'exprime par son visage. Et donc, du coup, en fait, voilà. Ça signifie quoi? Déjà, l'autre ne peut pas se manifester par des qualités. Les qualités, en fait, c'est l'apparence. C'est les couleurs, le poids, l'odeur, etc. L'autre n'a pas de qualité, puisque s'il a des qualités, alors il deviendrait un objet comme un autre. Les qualités des objets sont un médium entre nous et l'être de l'objet. Or, on a dit qu'on ne peut pas avoir accès à l'être d'autrui. Mais, comme dans l'ontologie, on a défini la vérité comme ce qui se réfère à l'être et pas aux qualités des objets. Si j'ai pas accès à l'être d'autrui, donc j'ai pas accès à la vérité. Mais Lévinas dit non. On a accès à la vérité, mais c'est pas comme dans l'ontologie. L'ontologie suppose que la vérité, c'est un dévoilement d'un neutre impersonnel. L'être, c'est ça, hein. L'être de la pomme, c'est un neutre impersonnel. En revanche, le visage d'autrui apporte une vérité qui n'est pas un dévoilement, mais une expression. L'expression, c'est-à-dire faire sortir. C'est bien le contraire du dévoilement. C'est qu'on veut en fait découvrir dans le dévoilement, mais ce qu'on veut découvrir dans le dévoilement, ben là en fait, on va vers lui. L'être est juste là, il est derrière les qualités, il faut juste en fait écarter les qualités pour le trouver. Mais dans l'expression, c'est ce qui s'exprime qui sort, qui vient vers nous. Okay, donc en gros, il ne se dévoile pas, Dieu ne se dévoile pas, hein, Dieu en fait qui tout d'un coup se ramène devant toi, et en faisant ça, bah, Dieu étale son contenu dans toute sa forme. Il n'y a plus de distinction entre forme et contenu quand il s'agit de Dieu ou d'autrui. On avait dit en fait que dans l'ontologie, l'être ne se dévoile pas entièrement. Les arbres de la forêt ne recouvrent pas toute la terre. On peut entrevoir la terre. Okay, les arbres, c'est un peu la forme, et la terre, on va dire, c'est le contenu. Et c'est pour ça qu'on peut se faire des idées de l'être dans l'ontologie. Il y a des brèches dans les étangs qui laissent entrevoir l'être. Mais avec Dieu, sa forme et son contenu coïncident. C'est ça en fait l'intérêt d'être l'infini. Tu vois, genre quand tu es infini, bah, ta forme et ton contenu, bah, ils sont infinis, donc ils sont égaux. Okay, ils sont la même chose, comme un peu l'un de Parménide. Les temps percent toutes les enveloppes et généralités de l'être pour étaler dans sa forme la totalité de son contenu, pour supprimer en fin de compte la distinction de forme et de contenu. Donc comme il n'y a plus de distinction entre forme et contenu, la connaissance qui thématise, celle qui fait les concepts, ben, elle n'est plus possible puisque son but à cette connaissance, c'est de faire dégager l'être, n'est-ce pas? Donc là, on ne peut pas thématiser, tu vois, parce qu'il n'y a pas en fait ce petit, voilà, enfin, quand autrui en fait, quand les temps se manifestent, quand autrui s'exprime,
ben, ce n'est pas un arbre, en fait. Ce n'est pas un arbre qui laisse, en fait, entrevoir l'être. Tu vois, il n'y a pas quelque chose de caché. Et donc, du coup, ben, tu ne peux plus thématiser, parce que tu ne peux thématiser les étangs qu'à partir des êtres, qu'à partir de l'être, pardon, qu'à partir de l'être que tu peux, en fait, entrevoir. Mais autrui, ben, il bloque tout le champ, en fait, tu vois, genre, le contenu et la forme, ben voilà, enfin, il bloque tout. Donc du coup, tu ne peux plus thématiser, le rapport avec autrui ne peut pas se faire sous forme de thématisation, et donc du coup, bah, la seule solution, c'est discours. Je parle et remets à autrui ce discours-là, je le remets à son jugement lorsque celui-ci s'exprime. Quand Dieu s'exprime, ben, il met l'homme devant lui et l'appelle à sa responsabilité. Abraham doit aller sacrifier son fils, Moïse doit sortir les Juifs de l'Égypte, Noé doit construire son arche, Jonas doit aller à Ninive, voilà, etc. Alors, Dieu, l'autre, s'exprime par la parole. Okay, il faut le préciser. Et ça, bah, en fait, ça va de soi, vu que ce qu'il va juger, c'est mon discours, et qu'il va me juger selon sa vérité. On dit que là, bah, on cherche le critère de vérité du discours dans la métaphysique. Ben, selon Lévinas, c'est la parole d'autrui qui est la condition de cette vérité. Dieu dit à Abraham, fais ceci, et Abraham doit répondre à cette parole. Il doit remettre à Dieu son discours à lui, et c'est Dieu qui en jugera. Et là, c'est pareil, mais c'est autrui. Okay, on évite les références théologiques, hein, parce que bon, on fait de la philosophie, mais je pense que ça aide un peu en fait, à illustrer, tu vois, genre, le propos. Là, il ne s'agit pas en fait de dire qu'il faut obéir à Dieu, hein, quand clairement le Dieu en question est un Dieu autoritaire et capricieux, mais c'est plus pour vous aider à comprendre le propos de Lévinas. Le critère de vérité, en fait, c'est la justice que Dieu est censé être, et pareil pour l'autre. Autrui, c'est la justice, et la justice, c'est la vérité. Selon Lévinas, si c'est pas le cas, alors le mensonge ne serait plus mensonge. Lorsqu'on ment, on sait qu'on fait quelque chose de mal. On sait qu'on a fait quelque chose de mal, on sait qu'on a violé un critère de justice, et en plus un critère de vérité. Dans ces moments, on est comme Jonas qui s'enfuit de sa responsabilité, et s'il ne s'est pas repenti, les choses allaient mal se tourner. Donc le mensonge déjà présuppose la parole de l'autre, et que la parole de l'autre est le critère du vrai et du juste. La condition de la vérité et de l'erreur théorique est la parole de l'autre, son expression que tout mensonge suppose déjà. Et comme on a dit, il ne faut pas en fait comprendre Dieu ou l'autre comme étant une entité surpuissante, hein, qui peut te baiser à tout moment, tu vois, genre si elle en a envie. Ici, c'est pas de mettre en valeur la puissance d'autrui, mais au contraire sa vulnérabilité. L'éthique pour Lévinas, c'est avant tout l'hospitalité. L'autre qui t'appelle à la responsabilité, à répondre à sa parole, c'est plus en fait le mendiant qui vient frapper à ta porte et demande droit d'asile. C'est genre Jean Valjean, hein, qui frappe à la porte de l'évêque Bienvenu Myriel. Myriel, en fait, justement, répond à la demande de Valjean, même si Valjean le dépouille. Même avec la prise de risque, je prends la responsabilité de l'éthique et je l'accueille. Et parce que Myriel le protège, même après qu'il le dépouille, Valjean répond à l'appel de Myriel, genre ok, j'arrête d'être un connard, quoi. Alors, Lévinas ne parle pas des misérables, mais voilà, je trouve que ça illustre bien le rapport avec l'autre. Donc, c'est ça, en fait, répondre à la parole d'autrui, c'est l'accueillir dans le discours, lui faire don d'asile, bref, c'est l'hospitalité. Ce qu'autrui demande, c'est d'être accueilli, d'être reçu. Alors oui, hein, c'est un coup risqué, Myriel et Valjean prennent un risque, mais recevoir autrui, c'est risqué, parce que tu t'engages à accueillir quelque chose qu'on ne peut pas réduire, tu vois, qu'on ne peut pas définir. Elle est une chose sans défense, mais elle détruit toutes tes armes. Tes armes ici, voilà, c'est la thématisation, quoi. Bref, autrui, en mettant en nous l'idée de l'infini, ce qu'il fait, c'est mettre en nous la condition pour l'accueillir quand il frappe à la porte. Et quand la porte s'ouvre et qu'autrui se tient devant toi, c'est toute la maison qui explose, quoi. Enfin, la maison qu'il t'a donnée pour l'accueillir ne peut pas le contenir tellement il déborde. Et c'est le but.
Okay, donc si l'éthique doit se faire quand on est sûr que la maison ne va pas s'écrouler, déjà on va attendre longtemps avant d'en faire. Hein. Et en plus, ce sera plus de l'éthique. Tu vois. Comme on dit, cela signifie aussi être enseigné, le rapport avec autrui ou le discours est un rapport non allergique, un rapport éthique. Mais autrui, en fait, si tu veux, il n'est pas là pour jouer aux cartes, mais pour t'amener un enseignement. L'éthique, c'est pas juste en fait accueillir autrui et voir sa baraque partir en fumée et vous restez comme deux glandus comme ça à vous regarder. Non, en fait, autrui, il est là pour t'enseigner, pour t'apprendre un savoir. Et là, clairement, Lévinas pense à Monsieur Shoushani. Je vous renvoie à la biographie, hein, si vous ne l'avez pas regardé. Shoushani, c'était en fait un maître qui débarque chez toi et il te dit j'ai des trucs à t'apprendre. Alors, on va dire que c'est comme Socrate, tu marches tranquille dans la rue, tu es là dans l'agora, tu marches tranquille, tu fais tes affaires, et puis là, un mec à pieds nus, qui sent le purin, t'interpelle et commence à t'enseigner des trucs. Mais pas vraiment. Lévinas dit que l'enseignement d'autrui n'a rien à voir avec la maïotique, puisque, comme on l'a déjà expliqué, la maïotique ne prend rien de l'extérieur. D'accord ? Socrate ne t'enseigne que ce que tu connais déjà. Donc, tu ne débordes pas avec Socrate. Okay, il n'y a pas de débordement. Il ne t'apporte pas quelque chose que tu ne peux pas contenir contrairement à autrui. L'enseignement ne revient pas à la maïotique, il vient de l'extérieur et m'apporte plus que ce que je contiens. Mais comme on a dit, cet enseignement qui vient de l'extérieur, il est non violent. Ce qui nous fait peur en fait de l'extérieur, c'est justement cette violence que ça peut exercer sur le même. Quand on refuse en fait les étrangers qui viennent de l'extérieur, c'est parce qu'on a peur d'une certaine violence qu'ils peuvent nous infliger. Mais l'étranger, l'autrui, n'inflige aucune violence sur le même. Dans son expression, donc dans l'épiphanie du visage, on ne voit aucune violence. Et donc là, pour le coup, Lévinas se range plus du côté d'Aristote que de Socrate et Platon. Alors pourquoi il se range du côté d'Aristote, hein? Alors voyons ce qu'il dit déjà. Il dit « L'analyse aristotélicienne de l'intellect qui découvre l'intellect agent venant par la porte absolument extérieure et qui cependant constitue, sans la compromettre aucunement, l'activité souveraine de la raison, substitue déjà à la maïotique une action transitive du maître, puisque la raison, sans abdiquer, se trouve à même de recevoir. » Donc là, il parle de l'intellect agent, ou l'intellect actif. Alors, l'intellect agent, c'est un terme aristotélicien. Aristote, dans son traité de l'âme, il fait cette distinction entre deux intellects, l'intellect actif et le passif. Le passif, ou l'intellect patient, ne fait que recueillir les informations qui lui viennent des sens. Mais l'actif, lui, c'est l'intellect qui va conceptualiser, qui va thématiser, qui va théoriser. C'est lui qui va produire les formes intelligibles ou les notions abstraites. Donc, il est actif parce qu'il doit comprendre des choses sans l'assistance des sens, sans l'aide des sens, quoi. Mais ce qui est important chez Aristote, c'est que cet intellect agent, il est l'intellect dans son état séparé. Cet intellect, en fait, ne dépend pas du corps et il ne se mélange pas avec le corps. Hein. Il est l'intellect pur, immortel et éternel, mais du coup, si l'intellect agent ne se mélange pas, qu'il est toujours séparé du corps, qu'il est immortel et éternel, dans ce cas, il n'est pas produit par le corps. Mais ce qu'il faut savoir chez Aristote, c'est que l'âme, c'est juste en fait la forme du corps, et l'intellect, c'est ce qui permet à l'âme dans le corps de comprendre. Ainsi, en fait, l'intellect agent est une partie de l'âme, mais qui n'est pas produite par ce qu'elle constitue. Okay. En plus, pour Aristote, comme l'âme, c'est la forme du corps, quand le corps meurt, l'âme aussi. Mais si l'intellect agent, qui est une partie de l'âme, est immortel, on a un problème, tu vois, genre. Donc, comment est-ce qu'on peut le résoudre? Bon, dans un autre traité d'Aristote, qui s'appelle La génération des animaux, il dit justement que l'intellect agent vient de l'extérieur, il vient d'en dehors du fœtus. Donc pour Aristote, ce qui est la condition de la pensée, ce qui nous permet en fait ce qui nous permet de penser vient de l'extérieur, et quand on meurt, cette faculté reste juste séparée, elle retourne dans son essence, et voilà. Mais c'est juste une faculté en fait. C'est pas toi qui survis ta mort.
Okay, juste, imagine que quand tu meurs, il y a juste ton foie qui survit. Voilà, c'est tout. Hein. C'est pas tes souvenirs, c'est pas ta personnalité, c'est juste une faculté. Alors, il y a plein de commentaires qui se sont pétés les dents sur cette notion de l'intellect agent d'Aristote, hein, Avicenne, Thomas d'Aquin, Alexandre d'Aphrodise, Ibn Rushd, hein, Averroès pour les Français. Mais bon, là, c'est pas la question. On s'en fout un petit peu, ce qui compte, c'est qu'il dit dans son traité, c'est que l'intellect agent, que sans en fait cet intellect, on ne peut pas penser, et que cet intellect nous vient de l'extérieur. Voilà, c'est ce qui nous intéresse ici. Pour Lévinas, l'intellect agent, hein, le fait qu'on peut penser serait possible que si l'intellect nous vient de l'autre, donc de Dieu, ben voilà, enfin, vous avez à peu près une ressemblance entre Lévinas et Aristote. Donc pour le coup, on n'est plus dans la maïeutique, autrui nous a donné quelque chose qui nous permet uniquement de l'accueillir et de le recevoir, lui, puisque, laissé à notre propre compte, on serait incapable de remonter à l'autre, ni même de soupçonner qu'il existe. Tu vois, parce que sans lui, on n'aurait pas d'intellect agent. Et en même temps, sans cette capacité de recevoir le maître, même les trucs qu'on peut connaître, on en serait incapable non plus. Tu vois, certes, on a des sens, on peut voir et entendre, mais on serait juste un intellect patient. On enregistre des données, mais sans comprendre et sans conscience, puisque c'est autrui, le critère de la vérité. On serait en fait une machine qui ne se soucie pas de la vérité. En fait, on enregistre sans savoir qu'est-ce qu'on est en train d'enregistrer. Donc, recevoir autrui, c'est la condition pour comprendre quoi que ce soit. D'où le primat de l'éthique et l'importance de l'idée de l'infini sur l'ontologie. Donc, comme l'idée de l'infini garantit la possibilité d'accueillir autrui, donc c'est l'idée de l'infini qui garantit la possibilité éthique, et donc la remise en cause de la liberté du même, et donc aussi sa subjectivité. Il dit « L'infini débordant l'idée de l'infini met en cause la liberté spontanée en nous. Il la commande et la juge et la mène à sa vérité. L'analyse de l'idée de l'infini à laquelle on n'accède qu'à partir d'un moi se terminera par le dépassement du subjectif. » Alors là, il parle de quelque chose de particulier dans la philosophie de Husserl, la Singebung. Quand il parle de la notion du visage de l'autre, il dit « Elle nous conduit vers une notion de sens antérieure à ma Singebung, et ainsi indépendante de mon initiative et de mon pouvoir. » Alors la Singebung, c'est un terme allemand qui signifie prêter un sens. Je vois un objet et je prête un sens à cet objet. Donc c'est une notion nécessaire pour comprendre l'intentionnalité. Hein, j'ai un rapport qui m'est propre, qui est subjectif quand j'aborde les objets. Donc prêter un sens, c'est là où je manifeste ma liberté. C'est comme ça que j'exerce mon pouvoir sur les choses. Leur sens dépend du même. C'est moi qui décide ce qu'elles sont, c'est moi qui décide de leur sens jusqu'à ce que j'arrive devant le visage d'autrui. Le sens du visage d'autrui est antérieur à ma Singebung. Donc, il ne dépend pas de mon initiative ou de mon pouvoir. Je ne peux pas lui prêter un sens, puisqu'il en a déjà un. Et en plus, son sens est même incapable d'être contenu dans son idée. Donc là, je suis un peu dans la merde. Je me rends compte qu'il n'y a rien en moi qui peut correspondre au visage d'autrui. Pas même mes souvenirs, quoi. Je suis en face d'une extériorité qui ne se réduit pas, comme chez Platon, à l'intériorité du souvenir. Ce que Lévinas veut dire par là, c'est que Platon, et aussi Socrate du coup, hein, avec la maïeutique, ils ont fait en fait de la connaissance un acte de mémoire. La connaissance pour Platon, c'est de l'ontologie, ça on l'a compris. Il faut trouver les idées des choses, qui sont les essences, etc., dans l'être. Et Platon, il dit en fait qu'avant notre naissance, on connaissait les idées. Okay, on les a juste oubliées quand on est né. Donc pour Platon, connaître, c'est juste se souvenir. Okay, la vérité est déjà en moi, il faut juste que je m'en rappelle. Le maître dans la maïeutique, c'est juste quelqu'un qui t'aide à te rappeler de tes idées, parce que voilà, la vérité serait dans le souvenir. Mais là, on reste dans le même, alors que chez Lévinas, puisque l'autre a un sens qui est antérieur au souvenir, qui est la limite du même chez Platon, pour lui, au-delà du souvenir, il n'y a rien. Non, en fait, Platon avait tort, là. Il y a l'autre. Et c'est là où il y a la vérité.
Donc, pour quelqu'un qui cherche la vérité finalement, il n'ose pas... Platon, on parle de Platon, hein, pour quelqu'un qui cherche la vérité finalement, il n'ose pas faire le pas nécessaire pour la trouver. C'est-à-dire en fait remonter plus loin que le souvenir. Voilà. Ça c'est un petit peu con ça, hein, parce que finalement ça voudrait dire que Platon a tort. La philosophie en fait n'est pas la primauté de l'être sur les étangs, mais la primauté de l'étang sur l'être. Puisque l'autre ne peut que se manifester comme étant, comme une expression, et pas et qu'on n'a pas accès en fait à son être, mais c'est lui le point de départ pour la vérité. Donc c'est en fait l'étang qui a la primauté sur l'être. Tu dis ça à Platon, hein, le mec il explose. Hein. Pour lui c'est l'être qui doit avoir le primat. Et on peut se dire pourquoi. Hein. Pourquoi est-ce que la philosophie occidentale d'ailleurs est obsédée par l'ontologie, par la question de l'être qui n'a pas été oubliée, comme le pense Heidegger. Parce qu'on pense que c'est dans l'être qu'on peut être préservé. Les étangs, en fait, comme nous, ils sont éphémères. Ils sont juste contingents et provisoires. À un moment, voilà, ils vont mourir, quoi. On est vulnérable à la violence des autres. Bref, on veut se préserver. Et le fait de dire que c'est un étang qui a le primat, pour Platon, c'est dire que je suis soumis à une violence. Que face à cet étang, qui est si supérieur, je me dissous, je me désintègre. D'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'on se méfie des religions. Hein. On sait qu'en réalité, c'est des idées de gens, en fait, de personnes, qui veulent avoir du pouvoir sur d'autres et cherchent à les justifier. Genre, si tu crois, et donc tu te soumets à ma religion, tu vas voir, hein, il n'y a pas de risque que ton être sera préservé, mais si on se rend compte que c'est une arnaque, et on comprend qu'on ne préserve pas notre être, mais qu'on le dissout en fait, qu'on le désintègre dans une totalité, justement, on va pas être content. Donc ce qui effraie, c'est cette potentielle violence, et justement notre Singebung est une arme de défense contre ça. Mais selon Lévinas, l'autre, ok, il te met à nu par son jugement, il te met dans une situation où tu es vulnérable, mais c'est aussi un être inoffensif. Autrui, en fait, n'exerce aucune violence. Justement, la notion du visage, elle est une extériorité qui désarme la Singebung. C'est une extériorité qui, cependant, sauvegarde le moi qui l'accueille. Elle permet enfin de décrire la notion de l'immédiat. Donc, on est donc dans l'immédiat que cherchent ces philosophes de Platon, en passant par l'idéalisme de Berkeley jusqu'à l'ontologie moderne d'Husserl et d'Heidegger, et sans que leur moi soit en danger. Donc, qu'est-ce qu'on veut de plus, en fait? Tu vois, genre, l'immédiat, c'est ça, en fait, c'est le face-à-face. Oui, t'es en face d'un étang et pas en face de l'être, et alors? Tu vois, genre, l'être ne demande pas l'impératif du langage. L'être, en fait, n'interpelle pas vraiment. Il ne demande pas une responsabilité de ta part, contrairement à l'autre. Et si tu comptes sur ça pour te sauvegarder, ok, mais dans ce cas, il faudrait que tu renonces, en fait, à la vérité. Donc, on accepte qu'on est avec l'étang en tant que tel, qu'on n'a pas besoin de comprendre l'étang par le dévoilement de l'être, on accepte et accueille l'autre comme il s'exprime et basta. Si en fait nous voulons un contact avec l'être, c'est qu'on n'est pas dans l'immédiat. Le contact se fait par thématisation. Même le premier contact est déjà une référence à un horizon. Il n'est donc pas l'immédiat, ou son mode originel. Il faut donc renoncer aux deux options communément proposées en philosophie et en choisir une troisième. On nous propose soit une philosophie de la transcendance qui est juste une religion déguisée, genre on te promet une vie supérieure et meilleure que celle de l'ici-bas, on te promet des arrière-mondes, mais on va en fait cacher ça par des syllogismes et des arguments plutôt qu'en mourant ou avec tu vois, genre des expériences mystiques ou liturgiques, soit une philosophie de l'immanence, où on forme en fait une totalité dans l'ici-bas. Une philosophie de la guerre qui ne s'achève qu'avec la fin de l'histoire, où le même a tout englobé, a tout totalisé. Et donc face à ces deux options, qui sont les deux basées sur l'ontologie finalement, Lévinas propose une troisième option. Nous nous proposons de décrire dans le déroulement de l'existence terrestre, de l'existence économique comme nous l'appelons, une relation avec l'autre, qui n'aboutit pas à une totalité divine ou humaine, une relation qui n'est pas une totalisation de l'histoire, mais l'idée de l'infini. Une telle relation est la métaphysique même.
Donc Lévinas propose une philosophie de la métaphysique, libérée de toute ontologie, une philosophie qui n'aboutit pas à la totalité, et cette philosophie est une philosophie pluraliste, c'est-à-dire une philosophie qui ne subordonne pas les particularités des étangs à l'être ou à l'histoire. Il s'agit donc en fait d'une philosophie de la justice contre le fait d'intégrer l'autre dans un système, dans une unité. Et donc pour Lévinas, c'est ça la définition de l'injustice et de la cruauté, hein, c'est vouloir intégrer l'autre dans une unité impersonnelle, hein, c'est en fait ignorer l'autre. Mais cette injustice nous coûte énormément. Dans l'état de guerre, le moi est menacé, hein, même pour totaliser, le moi lui-même doit renoncer au moi. D'accord ? Si la totalité est impersonnelle, alors même le moi y est dissous. Celui en fait qui reste le dernier, celui qui aura tout conquis, sans l'autre, il n'existe pas non plus en fait. Donc pour conserver même sa subjectivité et sa particularité, répondre à la parole d'autrui est nécessaire. Hein, sinon, je serai moi aussi absorbé dans l'histoire, même si je suis le dernier homme sur Terre. Et donc du coup, exister, c'est être arraché à l'histoire, justement. Or, le seul moyen pour y arriver, c'est être en face du visage d'autrui. Pour terminer, si je ne suis pas extérieur à l'histoire par moi-même, je trouve en autrui un point par rapport à l'histoire absolue. Non pas en fusionnant avec autrui, mais en parlant avec lui. L'histoire est travaillée par les ruptures de l'histoire où un jugement se porte sur elle. Quand l'homme aborde vraiment autrui, il est arraché à l'histoire. Et voilà, on vient de finir la première partie de la première section. La semaine prochaine, on va passer à la deuxième partie, à la partie B, qui s'appelle séparation et discours. Et voilà, j'espère que ça a été clair, j'espère que ça vous aide en fait à comprendre ces textes un petit peu difficiles. Et comme d'hab, abonnez-vous, petit pouce bleu, commentaire, et si vous voulez me soutenir depuis le Maghreb, vous pouvez me soutenir sur Bakshish. Et je vous dis, vous avez tout dans la description, même pour me suivre sur les réseaux. Et je vous dis à très très bientôt.